Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Warhammer The Old World. Cette vidéo est un petit peu spéciale, c'est une vidéo où on va jouer la toute dernière version de Warhammer The Old World sur la chaîne principale. Elle est pas du tout dans l'optique de scénario, de narratif ou quoi que ce soit, elle est beaucoup plus dans l'optique d'essayer de vous montrer les dernières petites nouveautés, etc. C'est la première game qu'on a enregistrée donc il y a à peu près une semaine ou deux, dès qu'on a eu la FAQ quasiment, pour essayer de vous rendre compte un petit peu des changements. Des changements qui sont passés pour l'infanterie, pour quelques mouvements spécifiques, quelques règles spéciales, également bien sûr pour ce qui est de la magie, etc. Elle n'est pas didactique, pas vraiment encore une fois, c'est juste vraiment pour vous présenter, c'est une partie filmée entre potes, hein, véritablement c'est deux de mes témoins de mariage qui jouaient là-dedans, et moi je tenais la caméra pour le plaisir, donc on est là simplement pour vous faire une petite présentation, et puis quand même un petit peu si un duel face à face entre humains, entre impériaux et bretonien. Donc on a Quentin qui jouait son armée de la Lacatine, son armée de champions exilés, de chevaliers exilés, contre Graou qui, pour tout simplement se faire plaisir, a essayé les impériaux, une petite force impériale du plaisir, qui vont pas vraiment s'affronter. En fait on a vraiment fait une partie pour vous montrer, pour vous faire en fait des espèces de démonstrations de situations, mais aussi des démonstrations qu'on a pu trouver et de choses où on n'est pas encore au jus pour qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire. Donc on vous a carrément posé des questions en direct sur la vidéo. Elle est vraiment dans l'optique de se dire voilà qu'est-ce qu'on peut avoir maintenant dans les nouvelles versions, dans la nouvelle version du jeu. Vous aurez une véritable partie didactique avec toutes les nouvelles règles et tout expliqué au mois d'août, vu qu'il y aura un peu moins de vidéos bien sûr, durant l'été. Bien sûr, je remercie les partenaires pour cette vidéo. Pourquoi ? Parce que nous avons le nouveau tapis de Torek qui est sous vos yeux ébahis, magnifique. Tapis en l'ambiance Cathay, bien évidemment. Je vous invite à aller vous le procurer sur son site avec le code WarAmateur10. Vous avez toujours aussi les autres partenaires, Rebel Forge pour les figurines officielles et Forge 3D pour les impressions 3D. Et vous avez aussi, bien sûr, le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. N'hésitez surtout pas, on en a grandement besoin. Donc pour cette bataille, Quentin est venu avec son armée de la Lacatine et pas de la Dame du Lac. Voilà, justement, c'est sa petite vanne avec ses superbes occitans. Il est venu avec un baron monté sur Hippogriffe. Donc le baron sur Hippogriffe, nouvelle version, on ne peut plus le mettre à 2+, relance D1. Il est donc obligé avec son armure à 3+, la lance de joute, l'armure lourde, le bouclier, le talisman de protection et la vertu du tempérament chevaleresque. Il est venu également avec une petite damoiselle montée avec niveau 2 et anneau rubis de ruine en élémentalisme, un petit paladin grande bannière à cheval avec le vœu de l'exilé bien sûr, full équipé. Il est venu avec 28 gardes roturiers par 2, il est venu avec des gros blocs d'infanterie pour justement tester cette nouvelle version. Ils ont la hallebarde, l'armure lourde, le bouclier, le prévôt et le porte-étendard. Il est venu également avec 9 chevaliers du royaume montés. Là aussi, il faut l'équiper, l'étendard, le musicien, le chef et la bannière de guerre sur ces chevaliers. Il a pris 3 chevaliers Pégase en lance de joute. L'état-major n'est pas présent en entier, il n'y a que le porte-étendard, mais toujours avec le vœu de l'exilé. Et surtout, il est venu aussi avec 10 brigands des principautés frontalières, impétueux éclaireurs, et enfin une bombarde des principautés frontalière, une belle petite armée bretonienne du kiff et du plaisir qui nous a sorti. De quoi montrer un petit peu de tout, voilà aussi dans ce qui est de cette nouvelle version. Du côté de Graou, il a fait une liste d'armées en solo, il a quasiment jamais joué Imperial, c'est un gros joueur nain, donc il aime toujours aussi autant les blocs d'infanterie, et surtout pour les tester également. Il est venu avec un général impérial, la lance de joute, l'armure, le bouclier, le demi-griffon, l'armure 2 fois bénie, hein, l'objet magique qui a un objet de sort, et le talisman de protection, donc un gars quand même vachement tanky. Il l'a suivi avec un capitaine de l'Empire, grande bannière, avec l'amulette du répurgateur, le bouclier et l'armure de plate complète. Il a un maître mage niveau 2 de la magie de bataille, de mémoire. Oui, de la magie de bataille. Et enfin, avec ses blocs d'unités et d'infanterie, il est venu avec 30 vétérans des troupes régulières, avec la hallebarde, le bouclier, l'armure légère, le bien entraîné et l'état-major complet, dont l'étendard du Griffon. 2 fois 10 troupes de tir, arbalètes en détachement. Alors certes, c'est des figurines d'arquebusier parce que c'est les miennes, mais ça sera donc compté comme de l'arbalète.
Il est venu avec, bien sûr, 20 joueurs d'épée de l'Empire. Merci à Office de tourisme de la Verlande pour ses super figurines du grand projet. Armes lourdes, armure de plate complète bien entraînée, vétérans, état-major complet, la salade tomate-oignon. Et enfin, 3 chevaliers demi-griffons avec, pareil, l'état-major complet, full équipé en armure. Et pour terminer, un mortier, parce que maintenant les gros blasts explosifs en gabarit de 5 dans les gros blocs d'infanterie, ça fait toujours plaisir. La table, vous la découvrez, c'est une table qui est extrêmement simple. Merci encore une fois à Christophe Duquesne pour les décors. Vous les connaissez, hein. C'est quelque chose de très très simple. Vous avez un décor un petit peu infranchissable au centre, quelques décors sur les côtés. On est vraiment là pour vous faire de la démonstration. Il y a 2 collines, 3 forêts. C'est vraiment tout simple. Il n'y a pas vraiment de gêne au centre, mais un petit peu de manœuvre obligatoire pour nos joueurs. C'est une bataille purement rangée. Pareil, on va pas vraiment compter les points. On est là vraiment pour vous faire de la démonstration de cette table. On espère que ça va vous plaire et que vous allez pouvoir vous projeter sur ces nouvelles règles si vous n'avez pas encore vu ou simplement pas encore joué. Et encore une fois, celle-ci n'est vraiment qu'une petite présentation pour vous faire plaisir et pour nous faire plaisir aussi. Et vous aurez bien sûr une partie didactique au mois d'août ainsi que toutes les vidéos explicatives de cette nouvelle version, comme si on reprenait à zéro, qui seront une petite série de l'été que je me charge de faire quand j'aurai terminé mon décor. Le déploiement a été fait d'une manière tout à fait classique, hein, avec le déploiement alterné. C'était surtout encore une fois pour vous montrer, c'est quasiment une table miroir hein, pour ce qui est des décors. Le premier tour sera pour les Bretoniens. On est prêt pour cette bataille frontalière qui aura le monopole de ce territoire entre les Impériaux et les Bretoniens. On va voir ça tout de suite. Donc pour ce premier tour bretonien, en phase de stratégie, il n'y a pas vraiment eu énormément de changements dans le gameplay. Autrement dit, la phase de début de tour, rien ne se passera du côté des bretoniens, ni d'ailleurs du côté des impériaux. La phase de conjuration et de commandement, alors la phase de commandement là aussi, il n'y a pas d'objet qui permet d'empêcher de voler ou quoi que ce soit, on pourra la squeezer. La phase de conjuration en elle-même par contre possède bien un sort, le don de la dame pour les bretoniens. En effet, hein, c'est un sort primaire que possèdent les bretoniens. Il va être tenté par la petite magicienne pour le lancer sur l'énorme pack de chevaliers du royaume avec le porteur de la grande bannière. Cependant, en jetant ses dés avec simplement une niveau 2, eh bien, ça commence déjà avec cette nouvelle FAQ, le principe de n'avoir en niveau 1 ou 2 seulement un plus 1 quand vous lancez des sorts. Eh bien, ça empêchera Quentin de réussir son sortilège de un tout petit point. La magie va vraiment être beaucoup plus dure à lancer dans cette version, mais au moins ça arrêtera de couiner contre les grands mages trop puissants, ça c'est sûr et certain. En phase de mouvement, les déplacements sont plutôt assez simples du côté de Quentin. Encore une fois, on a vraiment fait une partie pour vous montrer des choses. On a l'avancée des chevaliers qui sont doublés par leur petite magicienne pour venir se placer sur un flanc parce qu'elle a quand même la bourrasque et l'anneau rubis de ruine, donc elle pourra faire quand même très mal, mais elle ne sera pas apportée pour ce premier tour. On a les roturiers qui forment vraiment la ligne qui avance au plein centre, avec les Pégases qui viennent contourner la ligne bretonienne et impériale avec leur grand mouvement, pour finir après avec le général qui vient littéralement provoquer la ligne impériale en plein centre. Pour terminer la phase de mouvement des Bretoniens, les brigands, avec leur bouche à feu, font le tour derrière les impériaux et contournent donc ces autres humains qui n'ont pas respecté les impôts et les frontières de leur territoire. Du côté de la phase de tir, vous avez la bombarde, la bombarde bretonienne qui est quand même un excellent canon. Qui va prendre pour cible les demi-griffons. En fait, elle pourrait peut-être en tuer un avec un bon hit. Quentin va tout à fait gérer son tir, il n'y a aucune gêne et aucun changement dans les règles par rapport à ça. Il va faire un hit parfait et va faire un 6 pour blesser, et en vérifiant bien, c'est PA-5, la bombarde bretonienne, ça vous fait un 6 dans la tronche car elle est perfo 2. Donc ça fait complètement sauter l'armure du demi-griffon, et donc à la fin, un des 3 PV plus 1 de mémoire, et ça fait 3 PV direct qui sautent sur un demi-griffon. C'est la mort d'un demi-griffon, premier tour, premier tir, ça fait quand même très très mal. Il n'y aura pas de panique, heureusement, du côté des demi-griffons, et il n'y aura pas de corps à corps, vu que les bouches à feu, les brigands, ont fait une marche forcée et ne peuvent pas tirer avec leurs armes. Du point de vue du tour 1 des impériaux, on est bien là aussi en phase de stratégie. La seule chose qui nous intéresse dans la phase de stratégie des impériaux, c'est le bouclier de chaîne obtenu grâce aux sortilèges impériaux avec bien sûr le sort d'assaut primaire de la magie de bataille. Il se passe en phase de conjuration, un invulnérable 5+, qui se passe sur les joueurs d'épée et le sorcier qui est avec eux, et ça réussira, ce qui fait que les joueurs d'épée gagnent une armure 4+, invulnérable 5, c'est quand même assez énervé pendant tout un tour.
Pour ce qui est des charges, on est Tourin. Et Graou va vraiment hésiter en fait à vouloir y aller ou pas. Il y a un baron qui est venu un petit peu provoquer la ligne impériale. Il possède la contre-charge. Il va falloir vraiment se méfier un petit peu du pépère, mais il possède des demi-griffons, il possède un général impérial qui passait donc à commandement 10 aujourd'hui avec ses objets assez intéressants. Il a une armure qui lui permet de balancer des sorts d'assaut pendant les combats. Il va décider de charger. Avec la contre-charge du demi-griffon qui va se passer. On va charger avec mes demi-griffons sur le général adverse au premier tour. Eh ben, mon baron il a pas peur, il va contre-charger ce petit capitaine de l'Empire. Donc jet de contre-charge. 1 des 3 plus 1. Donc 2 pas. Donc plus 2 d'initiative. Oui. Et compte si tu as une lance de cavalerie ou quoi que ce soit. Et Moi, toi Graou, 2 2 dés. dés. Il prend le plus grand. Oh, c'est un beau 5. 5, Et il va rapide. rejeter avec le rapide. Et encore 3. 5, 6, 7, 8. Plus 7. Elle doit être bonne je pense. Je pense aussi. Donc comme vous l'avez vu, la charge est réussie, ce qui fait qu'en plus il y aura des bonus des deux côtés. Certes, le baron aura moins de bonus vu qu'il n'a fait que 2 pas par rapport aux demi-griffons, qui auront donc l'initiative plus 3 et qui va être intéressant. En termes de mouvement, les joueurs d'épée viennent faire face aux Pégases. Ils n'ont pas trop le choix vu que les demi-griffons sont venus entre guillemets bloquer le passage vers le baron. Les halbardiers ainsi que... Non, les halbardiers tout seuls en fait, pardon, viennent eux aussi fermer l'axe central vers les chevaliers bretoniens avec leur énorme pack et toujours à portée de l'une de leurs unités de détachement, l'autre étant déployé sur la colline avec le mortier pour tout simplement avoir plus d'axes de tir disponibles pour les bretoniens, sur les bretoniens, pardon. Pour ce qui est après de la phase de tir, les arbalétriers sur la colline vont viser les Pégases, et ils vont faire 4 blessures quand même sur les Pégases, mais il n'y aura pas beaucoup d'armes en bane, et derrière l'armure des 3+, des Pégases tankera absolument tout, aucun PB ne sera perdu sur les Pégases. Les autres arbalétriers vont tirer sur les chevaliers du royaume, 2 blessures seront faites, mais aussi 2 armures, autrement dit 6 réussites d'armure à 3+, du côté de Quentin, ça fait quand même très très peur. Et derrière après on passe au mortier qui vise les gardes roturiers. Ce tir de mortier sur les petits pecnos là. Les roturiers. Allez hop, let's go. Boum. Allez, aïe. Ah, enfin. Il y en a un peu là. Donc avec un hit monstrueux, en faisant les touches partielles, Graou va arriver à 14 touches et il y aura 6 morts dans les roturiers. Ça fait quand même très mal en termes de dégâts. Heureusement, pas de panique, ils sont encore très nombreux. Pour ce qui est du corps à corps, eh bien, il y a un défi, bien évidemment, lancé. Le général impérial face au baron exilé bretonien. Donc tout simplement, durant ce combat, le sort d'assaut lancé grâce à l'armure 2 fois bénie du général impérial va faire sauter 2 PV au baron. Mais derrière après, la riposte du baron qui est censé avec sa vertu d'impétuosité, avec la haine, etc. être un monstre, tout sera tanké par l'armure et l'invulnérable du général impérial. Derrière après, ce sont c'est les armes pures du général impérial qui elles seront entièrement tankées également par l'armure du baron et sa petite protection qu'il possède. C'est quand même très tanky des deux côtés, mais pour ce qui est des points de résultat de combat à la fin, il n'y a aucun ordre serré désormais des deux côtés, vu qu'il n'y a plus assez de PV chez les demi-griffons, il faut bien 10 de PU avec la nouvelle règle, et là vu qu'ils en ont perdu un, mais ils en sont plus qu'à 9 avec leur général, donc ça ne suffira pas pour avoir un ordre serré. L'Empire va quand même gagner de 3 points, les 2 PV enlevés sur le baron et la bannière du régiment, et derrière, le général bretonien étant un exilé, eh bien, va pouvoir utiliser son obstination et va se replier en bon ordre, gêné un petit peu par le décor central, mais va tout simplement se reformer et sera bien sûr poursuivi et réimpacté par les demi-griffons. Donc le baron s'est fait refoule par simplement un général impérial sur son demi-griffon à la fin du tour 1 déjà. Tour 2 des Bretoniens, le tour 2 des Bretoniens, à nouveau la phase de stratégie en conjuration, la régénération est réussie sur les chevaliers du royaume, parce qu'il ne faut pas oublier que les chevaliers du royaume exilés n'ont pas l'invulnérable de la dame, donc leur balancer une petite régénération c'est toujours intéressant. En termes de mouvement, il y a bien évidemment la charge des chevaliers bretoniens
Sur les halbardiers, il y aura quand même un petit tir de riposte des arbalétriers sur leur flanc grâce à la règle détachement qui supprimera un des chevaliers. Alors certes, il aurait pu tenter de charger les arbalétriers, on a voulu vous montrer la charge de la chevalerie bretonnienne exilée sur un pack d'infanterie pour la nouvelle règle, essayer de vous présenter un petit peu le panel d'attaque et le tanking ou pas de l'infanterie. On a également de l'autre côté les roturiers qui viennent aider leur général en chargeant les demi-griffons. Et pour ce qui est du reste des mouvements, les roturiers viennent se placer derrière les chevaliers bretoniens. Les Pégases, bien évidemment, ignorent les joueurs d'épée et viennent se placer sur le flanc de la ligne d'artillerie. Et les brigands des principautés viennent prendre une bonne position de tir face aux arbalétriers devant eux. Pour ce qui est des tirs, la bombarde va vouloir viser les arquebusiers pour en plus essayer d'en faucher quelques-uns. Il y a pas vraiment une grosse cible parce que le décor central empêche les joueurs d'épée d'être pris pour cible par la bombarde. Malheureusement, elle va faire un énorme tir et va tirer trop loin, elle va faire 10 pas de trop. Donc ça sera un tir perdu pour la bombarde, mais au moins elle n'explose pas. Ensuite, la boule de feu lancée avec le projectile magique objet arcanique de la magicienne, la demoiselle montée, va être lancée sur les arbalétriers. Un eau rubis de win. Maintenant, faut faire du 7 sur les dés pour que ça passe. C'est plus compliqué. Et ça rate. Et ça rate parce que c'est la nouvelle règle. C'est ça. Aïe aïe aïe. Terrible. Ils vont pas se cramer la tronche. Ensuite, la bourrasque va être lancée avec cette même magicienne et ce coup-là va réussir faisant 4 morts. Il n'y aura pas de panique du côté des arbalétriers. Et enfin, les brigands vont prendre pour cible les arbalétriers qui ont légèrement reculé. Et avec 19 tirs, vont seulement faire 2 morts de plus. Donc ça fait quand même une bonne saturation de tir qui au final n'a pas vraiment réussi du côté des Bretoniens. En tout cas, on aurait pensé qu'ils allaient wiper le régiment, mais même pas. Après, encore une fois, on en est qu'au tour 2. Pour ce qui est des corps à corps, on a une charge de chevalerie bretonnienne en fer de lance qui arrive au contact d'un pack de 30 vétérans halbardiers. Les Bretoniens, possédant en plus la régénération, tous les bonus, les lances de cavalerie, le plus 3 d'initiative, etc. vont, avec toutes leurs touches et toutes leurs forces, ne vont tuer que 3 hommes dans l'Empire. 3 hommes dans l'Empire, mais derrière, l'Empire ayant perdu 3 soldats sur une ligne de 12, va pouvoir faire énormément de touches en retour. Ce sont bien des halbardes et pas des lances. Hein. Donc en plus des halbardes, ça fait quand même assez mal de base, surtout en réception de charge. C'est pas encore dit que ça va charger derrière. Les Bretoniens vont perdre seulement 2 chevaliers dans l'attaque. Heureusement, grâce à leur première charge, ils annulent les bonus de rang des impériaux qui étaient à plus 3 grâce à la règle horde qu'ils ont obtenue avec la FAQ. Ce qui fait que les halbardiers vont devoir tester. Ils testent à très peu au final, vu qu'ils n'ont qu'un tout petit différentiel de points. Et ils vont céder du terrain, les halbardiers, renforçant donc l'idée, bien évidemment, que 3 morts pour 2 dans un pack d'halbardiers, vous allez me dire, ouais, bon, c'est de l'humain, c'est pas non plus les meilleurs au corps à corps, mais quand même, ça prouve que ça tank tout à fait modérément et tout à fait intelligemment dans la stratégie impériale. Du côté du baron, avec l'aide de ses roturiers contre les demi-griffons et le général impérial, il y a toujours le défi qui est en cours, bien sûr. Le baron va reperdre 1 PV à cause, non pas du sort, mais ce coup-là, de l'attaque de la lance de cavalerie de son adversaire. Et encore une fois, malgré le fait qu'il fait quand même pas mal de blessures, l'armure et l'invulnérable de son adversaire impérial est trop tanky par rapport à ce qu'il peut balancer. En face, les demi-griffons vont perdre un petit PV enlevé par des roturiers. Par contre, 5 roturiers vont se faire dévorer. C'est quand même assez énervé. Ce qui fait que justement, derrière, les Bretoniens vont certes perdre le combat de un seul tout petit point. Les deux vont tester au commandement, les roturiers et le baron, et vont tous les deux céder du terrain. Et là, vu que c'est le tour de Graou juste après, il va réfréner sa poursuite. Il va réussir pour pouvoir recharger derrière et justement faire le plus de dégâts possible en obtenant ses bonus de charge. Donc fin de tour 2, les Bretoniens se font tous tanker en termes de charge. Tour 2 impérial, l'invulnérable de 5+, est toujours réussi sur les joueurs d'épée, elle n'est même pas dissipée. On passe ensuite à la phase de mouvement, la nouvelle charge des demi-griffons qui ce coup-là ne vise que les roturiers.
Bref, et on a voulu voir et faire une autre démonstration, tout simplement aussi, de cavalerie monstrueuse maintenant dans de l'infanterie de base qu'on peut avoir sur Warhammer The Old World. Pour ce qui est après du reste des mouvements, les joueurs d'épée viennent faire front avec le baron et l'arrière avec les Pégases, parce qu'en voyant ça on s'est dit là il y a un truc à démontrer aussi, voir si un bloc de joueurs d'épée peut se prendre une charge de dos et une charge de flanc avec des cavaleries monstrueuses et des monstres. Pour ce qui est après du reste des mouvements, il n'y a quasiment rien du tout qui a été fait pour les impériaux, parce que quasiment tout aussi est bloqué. On passe donc directement à la phase de tir des impériaux. Les arbalétriers voient la petite magicienne qui est juste devant eux là. Elle est en mode peloton d'exécution. Ils sont certes plus que 4. Ils lui balancent 4 carreaux et ils lui font perdre 1 PV parce qu'elle peut plus être protégée par ses chevaliers à côté. Et enfin, ce sont les artilleurs du mortier qui voient justement cette petite jeune femme toute seule là dans la pampa, envoie un petit boulet vers sa position et directement le boulet fait mouche et il va la hit d'une puissance assez énervée et elle va mourir dans ce terrifiant déluge de feu qui lui tombe dessus. Tant pis pour elle, elle n'a pas vraiment pu utiliser son anneau rubis de ruine, c'est dommage, mais bon, ça fait toujours plaisir de voir un mortier qui est efficace. Pour ce qui est après des derniers tirs d'arbalétriers qui peuvent voir le baron, vont balancer des tirs dessus mais ne vont rien faire. On passe donc au corps à corps du tour 2 impérial. Les demi-griffons contre les roturiers. Un défi va être lancé pour enlever les attaques du demi-griffon avec la nouvelle règle, c'est-à-dire qu'un défi va être lancé, il va être relevé par le chef de régiment des demi-griffons. En gros, le cavalier est quand même suffisamment puissant pour annihiler un pauvre petit roturier, surtout qu'il est en charge. Et ainsi, vu qu'il va mourir certainement avant que sa monture ne puisse frapper, il perdrait techniquement les attaques du demi-griffon et donc il perdrait le carnage. Cependant, chez les demi-griffons, tout le monde a la même initiative, autant le cavalier que le demi-griffon, c'est-à-dire que tout le monde va frapper. Donc la tactique de Quentin, qui était très maligne, ne marche pas, parce que c'est dommage pour lui, mais ces figurines-là, elles ont les mêmes initiatives entre monture et personnage. Mais si par exemple le personnage au-dessus ou le sergent au-dessus avait initiative 4 et la monture initiative 3, le gars a frappé avant, il tuait le roturier, et en face, le demi-griffon perdait ses attaques avec la nouvelle règle. Bref, le sergent contre le sergent avec 2 attaques de sergent de demi-griffon et 3 attaques de demi-griffon, le roturier va perdre que 1 PV. Voilà, donc comme quoi Graou est extrêmement gentil pour nous faire la démonstration qu'il n'y a aucun carnage, ce qui loupe quasiment toutes ses touches. Derrière après par contre, il y a 11 roturiers qui vont mourir, il ne reste donc plus que 3 ripostes à Quentin avec ses hommes d'infanterie. Ils vont à nouveau enlever seulement un tout petit PV sur les demi-griffons. Ça fait très très mal et c'est très tanky les demi-griffons. Les pauvres roturiers vont faire un test de commandement, mais heureusement leur baron est à côté, il n'y a pas encore assez de PU en face pour qu'ils s'enfuient totalement. Ils vont faire un repli en bon ordre, ils vont se reformer et bien sûr seront rechargés par les demi-griffons pour qu'ils sortent de l'axe de vue du baron. Du côté des halbardiers impériaux contre les chevaliers du royaume, là ça a été un cédé du terrain, il n'y a plus de lance de cavalerie du côté des bretoniens, ça va être chaud. Il y a toujours 2 rangs d'infanterie qui frappent et les chevaliers n'ont plus vraiment de charge. Il y aura 3 kills des 2 côtés, donc 3 chevaliers qui meurent et seulement 3 impériaux encore qui meurent. Mais là, avec le bonus de rang d'infanterie, l'infanterie, enfin bref, tous les bonus fixes que gagnent donc maintenant les halbardiers, eh bien, il y a 5 points pour les impériaux. Alors, mes chevaliers sont pris lapinés parce qu'il y a 2 rangs qui frappent. J'ai mon obstiné, mais ça le ferait charger. Et vu qu'il a PA-2 avec ses halbardes maintenant en charge, je vais jeter pour essayer de m'enfuir finalement. Ah putain, ils sont trop disciplinés, c'est con. Donc tu fais un repli en bon ordre là, c'est ça? C'est ça, et je peux le relancer avec ma GP. De toute façon, le repli en bon ordre n'est pas possible. 5. Parce qu'il a plus de PU que toi, non? Pas plus double. Ah non, c'est pas du double. 2, 4, 6, 8. Si, largement. Donc tu t'enfuis avec ton premier jet. Ouais, donc je vais faire relancer, donc 5. Donc là, 5. Et là, il a gagné 5, donc je m'enfuis. Tu t'enfuis complètement, ouais, parce que son général est ici. Il a une portée de commandement suffisante, mais t'as que général 9 là, commandement. Donc il s'enfuit, et vu que l'ennemi est trop nombreux,
C'est une fuite. Quelle est ta réaction? Bah, on poursuit, hein. Il y a trop de PU en face, ils vont totalement s'enfuir et ne seront pas rattrapés heureusement par les impériaux parce que c'est sûr que des hallebardes en charge, ça fait pas rigoler. Donc les Bretoniens subissent la cavalerie monstrueuse adverse, ils subissent le pack d'infanterie énorme, mais encore une fois on n'est qu'autour d'eux et là il y a des joueurs d'épée qui voient arriver un baron sur un hippogriffe et des pégases qui piaillent derrière eux. Aïe aïe aïe. Nouveau tour, tour 3 des Bretoniens. La phase de stratégie, il n'y a plus de magie à lancer dans cette phase vu que la magicienne est morte, mais il y a le ralliement des chevaliers qui est réussi grâce à un bon jet du côté de Quentin. On passe ensuite aux déclarations des charges. Les Pégases et le Baron partent venger l'honneur bretonien, même si ce sont des exilés, sur le pack de joueurs d'épée. Ensuite, ce sont, là, en termes de charge, les roturiers qui viennent charger les hallebardiers pour tenter de couvrir un peu leurs chevaliers. Mais ils se loupent en termes de charge, ils sont trop loin malheureusement. Et enfin, c'est l'impétuosité des bandits, des brigands de la principauté frontalière sur les arbalétriers qui est échoué. Le test de commandement est échoué et ils vont tenter de charger. Et là aussi, ce manque, c'est vraiment dommage. Surtout parce qu'en fait les arbalétriers décident de s'enfuir, de déclarer une fuite par rapport à la charge des brigands pour éviter de se faire massacrer, et ce qui fait manquer la charge des brigands. Donc autrement dit, tout part un peu à volo du côté des Bretoniens, sauf l'énorme corps à corps central avec les joueurs d'épée qui va faire plaisir. Du côté des tirs, il n'y a que la bombarde qui peut apercevoir un petit morceau des hallebardiers, vu que personne n'a pu les charger correctement lors de ce tour. Elle va tirer et en tuer qu'un seul pour le petit plaisir de rappeler qu'elle est là. Donc au corps à corps, pour ce qui est du corps à corps, le demi-griffon contre les roturiers, le sort d'assaut va passer, les roturiers vont se faire en plus massacrer les pauvres, mais vraiment d'une manière sans pitié. Les demi-griffons vont se reformer grâce à leur victoire écrasante et vraiment ils explosent les roturiers, il n'y a aucune pitié. Et donc les demi-griffons se reforment pour voir à nouveau maintenant les Pégases ou le Baron qui est dans leur dos. Et justement, les Pégases et le Baron de front, les Pégases de dos contre les joueurs d'épée, contre un petit sorcier. On rappelle qu'ils ont l'invulnérable 5 qui a été débloqué juste au tour d'avant avec le sortilège qui est passé. Il n'y aura aucun défi lancé pour qu'on puisse vous montrer un petit peu les dégâts et le potentiel attaque de ces unités sur de l'infanterie. Ça va être une mêlée sanglante, les Pégases arrivant dans le dos et le Baron pouvant à la fois taper soit le mage, soit les joueurs d'épée. C'est assez dur de vous décrire ce qui se passe, donc je préfère vous montrer un morceau de la caméra, enfin de la vidéo que j'ai prise parce que j'ai oublié de filmer tout le combat, mais ça aurait été un peu long. Mais je vous laisse voir de vous-même ce qui va se passer. Je suis désolé, j'ai pas encore filmé le combat, mais je regrette parce que... Combien t'as fait d'attaques avec tes Pégases en tout 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 attaques, et t'as fait combien de tués sur les joueurs d'épée? Rien du tout. Voilà, parce qu'il a même pas blessé, voilà. Donc on va faire maintenant les Pégases au moins, s'il vous plaît. 6 attaques. C'est du 4+, quand même. Et c'est du force 4, hein, c'est bien ça? C'est ça. Et ben il y en a 3. Mais pas de PA, je crois, sur les Pégases. Donc c'est du 4+. Du 4+. Ah bah rien du tout, mais de un 1+5 grâce au bouclier de chaîne. Eh bien il en sauve un quand même. Donc voilà, après une charge de Baron et une charge de Pégase dans le dos, il y a eu 6 joueurs d'épée morts. Ouais. Bon, on retient quand même que le sorcier s'est pris un coup de bec des 3 PV, mais en fait il a fait une 1+5, donc il est pas mort. Très grave. Et on va faire le sort d'assaut encore une fois, il va s'en prendre. Allez, c'est vrai qu'il en a pris beaucoup dans la gueule en sort d'assaut, le général. Allez. Allons-y, le petit sorcier. Ah non, c'est que le petit sorcier, dommage, il passe pas. En même temps c'est l'apprenti, hein, il l'a pour ça. Donc voilà. Les joueurs d'épée. Les joueurs d'épée. Alors véritablement c'est d'abord l'attaque du sorcier, parce qu'il n'a pas la même initiative. Oui, c'est vrai. Le coup de bâton. Non. Donc maintenant les joueurs d'épée, tu fais tous ceux sur le Baron. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus le chat. Parce que donc il a été chargé, il frappe sur 2 rangs, et on a bien vérifié celui-ci, vous verrez la photo, il est bien apporté de 4 pas. Donc vraiment, toute la ligne frappe encore. Et t'as un sergent qui est pas mort. Oui, il a réussi à survivre. Allez, c'est du 4+. Allez, il faut faire du dégât, c'est stats. Oui, C'est un petit peu en dessous peut-être, Bah mais non, c'est plus non c'est stats. stats. Bon, Par j'ai contre fait maintenant, Ils sont c'est force force 6. combien? Force 6 maintenant. Et endurance monsieur? 5. 5. Ah c'est du 3+. Hein. Du 3. Eh bien, il y en a 3 avec un 6. Donc, après un massacre apocalyptique, on a quand même 6 joueurs d'épée qui sautent avec de belles armures et de belles invulnérables du côté de Graou.
3 PV sur les Pégases qui vont être qui vont se prendre une petite déculottée par des attaques énervées des joueurs d'épée. Mais par contre, c'est le Baron qui va nous faire une très belle démonstration de son tankiness, encore une fois, malgré la force 6 des joueurs d'épée, parce qu'il va sauvegarder 3 PV en faisant que des 6 à l'armure. Belle démonstration encore une fois. C'est les Bretoniens qui vont gagner ce combat, ce coup-là de 3 points, mais les joueurs d'épée, ce sont des obstinés encore une fois, donc ils vont utiliser la règle d'obstiné. Cependant, ils vont partir de la PU la plus grosse étant de mémoire les Pégases de mémoire, et ils vont traverser en fait tout simplement le Baron en fuite et se reformer juste après. Ils vont donc faire 4 morts en test de péril, mais vont se reformer et vont être bien sûr poursuivis par les 2 unités au corps à corps et vont être même bloqués. Ils vont vraiment faire le mur de défense qui vient se bloquer face au décor central et les Pégases et le Baron qui viennent les aider. Mais derrière, attention, qu'est-ce qu'il y a sur le flanc? Il y a les demi-griffons. Tour 3 impérial. L'invulnérable 5 sur les joueurs d'épée passe à nouveau, malgré le fait qu'il soit en combat, il a le droit de le faire, c'est un sort lanceur, et tout simplement il n'est pas dissipé du côté des Bretoniens. Le ralliement en phase de stratégie sera loupé par les 4 arbalétriers qui traînent là sur la table et continueront un peu de bouger. Pour ce qui est des phases de charge, bien sûr les demi-griffons sur le flanc du Baron ne peuvent pas refuser une telle charge, et également les halbardiers viennent charger les roturiers qui ont tenté de les charger au tour d'avant. Pour ce qui est des mouvements, les arbalétriers vont descendre de la colline parce qu'ils n'ont plus vraiment de choses en vue pour avoir un peu d'axe sur le flanc droit. Les tirs des arbas sur les chevaliers, malheureusement, ne vont rien faire à cause de leur déplacement. Par contre, le mortier va viser les chevaliers. Le tir du mortier qui va viser les packs de chevaliers à côté d'un énorme pack d'infanterie en corps à corps. Vas-y, dévite dedans. C'est le 8. Ah là là, c'est le 8. Il a fait 3 hits avec un mortier. Guillaume, c'est pour toi, bien sûr. Et voilà, Guillaume sera content. Il y aura un chevalier qui sera tué par un tir de mortier chanceux. Ça fait toujours du kiff de voir ces machines de guerre. Enfin, pour ce qui est du corps à corps du tour 3, les demi-griffons, il y aura bien évidemment un défi à nouveau lancé, vu que les deux généraux peuvent vraiment pas se blairer apparemment. Il doit y avoir une histoire de mariage ou de consanguinité dans les deux, là il y a un problème. Il y aura 2 PV enlevés sur le général impérial ce coup-là, 1 PV sur le baron. Le sorcier impérial va se faire un petit poc par un Pégase, mais va seulement perdre un seul PV. Et les joueurs d'épée ne vont perdre qu'un seul d'entre eux. Les Pégases, en retour par la frappe monstrueuse et le nombre d'attaques sur 2 rangs des joueurs d'épée, vont se faire défoncer. On va vous montrer quand même la petite vidéo parce qu'il y a juste ce petit moment qui va se passer qui est intéressant en termes de règles. Je ne suis pas de l'Empire. Alors Quentin, qu'est-ce qui s'est passé? Les Pégases sont morts. C'est ça, c'était la rousse des joueurs d'épée. C'est ça, beau combat des joueurs d'épée quand même si t'as un petit peu foiré tes blessures pour ton général. Frapper sur 2 rangs, ça change tout. Ouais, vraiment, c'est pas la même. Et donc, ce coup-là, vu que son général a déjà utilisé l'obstiné, tu as perdu de combat combien? De 5. De 5 points. Donc 4 ou moins, sinon il s'enfuit. Sinon il part. Et il s'enfuit. Et oui, et sa GB est beaucoup trop loin, elle est juste ici. Donc il va s'enfuir en opposé de la PU la plus grande. Donc c'est les joueurs d'épée. Ouais. Quelle est ta réaction, mon cher Grau? Avec tout le monde, je suppose. Donc j'utilise mon rapide. Allez, let's go. Du coup, tu le fais avec ta... S'envoler de... Oui, mais c'est les dés, de toute façon. Donc ça fait 9. Donc 2 dés pour les joueurs d'épée. Loupé. Et 3 dés avec tes demi-griffons pour tenter de le rattraper. Il faut faire 9 ou plus. C'est cumulable de toute façon. Ah. Et ben c'est raté. C'est loupé. Je veux dire, si... Non, c'est bon, pardon. Je le rattrape. Donc il est mangé. C'est ça. Parce que de toute façon, j'aurais fui de ce tu côté. fuis par là-bas. Ouais. Lui en tournant, il avait besoin de moins de pas. Il avait moins de pas, ouais, en plus d'ailleurs. C'est ça. Donc, mesure juste pour ton 9 pas. 6, 7, 8, 9. Raoul, si tu peux, s'il te plaît. Pour vous montrer, donc il s'enfuit à 9 pas. C'est ça. Il s'arrête là. Il le pose. Et là, les demi-griffons viennent le manger. Il pivote. Ah, tac, tac. Normalement, ouais, vu qu'il y a les mecs là, ils peuvent pas pivoter. Si, tu peux passer au-dessus de ton régiment allié. Là, c'est que tu restes là, du coup. Ah, c'est une bonne question, ça. Ah oui, d'ailleurs, parce que voilà, ces deux-là sont en fuite. Donc, ils vont poser problème. C'est-à-dire qu'ils devraient pivoter comme ça avant de charger. Ouais. Après, pour moi, il fait le mouvement juste derrière, mais en effet, ça fait un peu chier. On va le compter, mais c'est vrai que je crois en termes en fait, tu n'aurais pas pu. Donc, comme vous le voyez, est-ce qu'on peut survoler une de ses propres unités, même si elle est en fuite, parce qu'on est en plein mouvement et on ne s'arrête pas dessus, on continue le mouvement?
Je crois que dans les livres de règles on pouvait le faire. Est-ce que là on a eu le droit ou pas? On les a carrément même retirés, hein, les arbalétriers, comme c'est question d'être legit, surtout que là c'était quand même la mort du baron. Ça vous voyez, c'est les petits détails qu'on peut avoir dans la game qui sont un peu emmerdantes. Et là aussi il faut surtout en fait parler à votre joueur en face pour être bien sûr de ne pas frustrer qui que ce soit. Est-ce qu'on pouvait ou pas passer à travers vu qu'on était en mouvement et finir plus loin? Vous me le direz en commentaire si on s'est trompé, bien sûr, je compte sur vous, bien sûr d'une manière gentille, évidemment. C'est pas fini parce qu'il nous reste quand même d'autres corps à corps. Il nous reste le corps à corps des halbardiers et des roturiers. Il y a un capitaine de l'Empire hein, dans les halbardiers avec une GB. De l'autre côté, les roturiers sont de simples humains brigands, mais quand même en face, c'est des vétérans avec des halbardes. Ils sont en charge, ils ont donc beaucoup de PA en frappe. PA-2 en charge. En charge avec tes halbardes. Alors, tout à fait. On est sur ce corps à corps là des roturiers qui reçoivent donc la charge des halbardiers de l'Empire vétérans. Quentin, tu prends quelle arme? Parce que tu as plusieurs armes avec ces gars-là. On va prendre des boucliers pour essayer de tanker. Et au tour d'après, si on est toujours vivant, on prendra les halbardes. Voilà, donc il va tenter, ça te fait monter à une armure de 6, hein, de 4 en tout, hein. Oui, c'est ça. De 4, donc si jamais même toi, mon cher Graou, tu fais des blessures, faut faire des 6 pour les tuer. On va voir ce que ça donne. Allez, Là, c'est parti. le capitaine qui va frapper. Ah, le capitaine n'a pas de PA, donc déjà ça règle tout. Allons-y, il touche une fois. Une fois. Et il laisse pas, voilà, il est là pour... Capitaine, il voilà. préfère porter Il le- nettoie son épée, c'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs, justement. Et du coup, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 attaques. 7 attaques parce qu'il y a toujours... Non, t'as plus ton sergent, il est mort. Ouais. Donc t'as 6 Ah oui, attaques. Le Lui, il est sergent est mort. Donc 6 attaques parce que là, il charge, l'infanterie n'a qu'une seule ligne de combat. Ah, tu as combien de CC avec les 3. figures? Donc toi, tu touches à 3 parce que t'as Touche à CC 4. 3, Et bah de toute façon, Et de c'est base, ils étaient parfait. enrhumés. Et tout ça, faut faire des 6 pour les tuer direct. Sinon, c'est du 3. Et ben il y a 3 moins 2 de PA. Donc à 6. On va voir si l'armure paye. Ah, elle paye pas, dommage. Mais c'était tenté. Plus que moi qui tape. C'est ça. Et ça, c'est dangereux. Donc là, il n'y a que 3 morts. C'est ça. Et maintenant, ben, je crois que tu en avais 14 en ligne. Hein. C'est ça. Donc 14 avec toujours un sergent. Ouais. Donc ça faisait 15 attaques moins 3. Ça te fait quand même 12 ripostes Ouais. avec arme de base. La riposte des roturiers va être ultra impressionnant parce qu'avec des armes de base en face, il n'y a que des armures légères de 6. Quentin va faire 5 blessures et aucune armure à 6+ ne sera réussie par les impériaux, ce qui fait que les impériaux, heureusement qu'ils ont la bannière du griffon qui les booste un petit peu en termes de résultats de combat, ne vont perdre que de 1. Et grâce à leur test de commandement et la GB qui est à côté, ils vont reculer seulement de 2 pas, ils vont céder du terrain. Et c'est là justement qu'il y a une petite image, une petite idée de tout ce qu'il y a par rapport aux armes, aux lignes 1, aux lignes 2 quand vous chargez, quand vous tankez, etc. qui va être avoir en réflexion Quentin. Là, on a un questionnement, c'est soit je suis, et vu que personne n'est en charge, tout le monde frappera sur 2 rangs, soit je me réfrène, je charge, je frapperai en premier, mais que sur une ligne. C'est pas toi qui me suis, du coup, c'est toi qui es en charge. Non, Non, parce que on a- suivre, c'est pas une charge, c'est pas une poursuite. Parce Alors, que là, moi- t'as cédé du terrain. Mon raisonnement, qu'est-ce que ça va être? C'est je vais suivre. Pourquoi? Parce que déjà j'ai les chevaliers qui vont lui retirer des attaques. Je vais pouvoir frapper sur 2 rangs en même temps que lui. Mais je vais garder mes armes de base. Comme ça, je vais aller à 4 plus d'armure. Et lui, il a plus APA moins 2, vu qu'il n'est pas en charge avec ses albardes. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, comme quoi, vraiment, réfléchissez encore plus maintenant avec vos blocs d'infanterie pour charger, contre-charger, tenir les positions, etc., etc., etc. Vraiment, là, c'est très, très tactique. Hein. C'est devenu très sympa, je trouve. On reprend le début du tour 4 de la bataille. Il n'y a pas de phase de stratégie possible pour ce tour-là. En tout cas du côté des Bretoniens. Du côté des charges et des mouvements, les chevaliers bien sûr viennent aider de flanc les roturiers en chargeant le pack d'albardiers. Les brigands viennent se placer d'une parfaite manière pour pouvoir tirer sur les arbalétriers qui sont descendus de leur colline. Au tir, la bombarde voit le général là-bas au fond, et on l'aperçoit, il est coucou. Il va tirer dessus, il balance un tir pour tenter de viser le général. Le hit sera réalisé avec le trait de la bombarde, mais malheureusement l'armure sera tankée ce coup-là par les demi-griffons. Pas poussé quand même. Les brigands vont tirer sur les arbalétriers, vont faire 3 morts sans déclencher de panique. Et enfin, en test de combat, hein, bien évidemment, les chevaliers de flanc plus les roturiers. Les halbardiers vont ce coup-là choisir les boucliers. Et grâce à cette tactique où ils montent quand même armure légère et bouclier, parce qu'ils ont les boucliers, ils vont monter à 4 plus d'armure avec la règle spéciale de l'infanterie. Ils vont tanker 3 PV des chevaliers sur leur tronche. C'est quand même pas donné à tout le monde de pouvoir tanker aussi bien avec une endu 3 armure 5 à la base. 5 halbardiers vont quand même mourir et 2 roturiers vont être abattus.
Bon là par contre les halbardiers n'ont plus de bonus fixe, les chevaliers sont toujours là, les roturiers sont toujours trop nombreux. Les halbardiers vont tester un commandement à -8. Ils vont bien sûr échouer leur test 2 fois malgré l'AGB. Ça sera une fuite totale car l'APU est beaucoup trop grande, les chevaliers vont les manger et vont se reformer et les roturiers eux vont faire simplement 3 pas en ligne droite. On a oublié le fait qu'ils pouvaient se reformer à ce moment-là, on est désolé mais ça arrive souvent. Et les chevaliers, ayant rattrapé une unité qui est en fuite, gagne la dame, la protection de la dame pour cette fin de partie. Tour 4 des impériaux, les joueurs d'épée sont toujours là, les demi-griffons sont toujours là, un pack d'arbalétrier est toujours là, mais tout le reste a été enfoncé. Autrement dit, la table a fait un 90 degrés d'axe. L'invulnérable 5+ est lancé sur les joueurs d'épée et ça passe encore avec ce petit sorcier. Vraiment, le Graou, qui est à la base nain, a beaucoup de chance pour lancer sa magie depuis le début. Pour ce qui est des mouvements, les joueurs d'épée et les demi-griffons vont venir faire face à ce qu'il y a en face avec le centre de la bataille. Et le tir, le mortier va viser les roturiers, mais va dévier, il va dévier. En déviant, il touche les chevaliers, un chevalier sera blessé, un chevalier va louper son armure, mais la dame qu'ils viennent juste de gagner va sauver ce chevalier. C'est quand même beau, une cinématographie pareille. Donc un tour 4 assez rapide, on passe directement au tour 5 des Bretoniens. Donc on est au tour 5 des Bretoniens, on est aux phases de déclaration de charge, et il y a un petit truc, c'est que tes brigands sont impétueux, et donc ils sont à 10 pas de 2, donc ils vont devoir tester. Eh oui, donc ils ont plus de 50% du régiment qui voit cette unité de base, ils peuvent déclarer une charge, et en plus ils sont impétueux. Donc test de commandement. À 7. Et 7 pile, donc ils se contrôlent. Pourquoi? Maintenant il faut payer le Desperado. Parce que sinon tu l'avais pas. Ouais. On a donc une charge qui sera réfrénée entre guillemets du côté des brigands, mais par contre elle ne sera pas du tout réfrénée du côté des chevaliers impériaux qui visent les arbalétriers. Il y a un maintien et tir sur les chevaliers, il y aura 2 blessures, mais là encore l'armure sera présente pour les chevaliers du royaume et leur charge sera bien sûr réussie. Pour ce qui est des mouvements, les roturiers se reforment, ils viennent dire bonjour, en tout cas font un signe aux demi-griffons et aux joueurs d'épée de l'autre côté. Pour ce qui est des tirs, la bombarde qui voit maintenant les joueurs d'épée et les demi-griffons va essayer de faire une ligne mortelle assez énervée. 2 joueurs d'épée vont être touchés parce qu'il va dévier un peu trop loin par le tir du canon. Mais par contre, un demi-griffon va être touché et un demi-griffon va être one-shot par le tir du canon. Ça fait quand même très très mal. Mais les demi-griffons vont donc tester leur commandement vu qu'ils ont eu un tiers de leur force qui est mort. Mais ils vont pas avoir à tester la panique. Pourquoi? Parce qu'il y a une réussite automatique grâce au général impérial qui est dans leur unité, règle qu'on avait oubliée, qu'on a bien fait de relire. Pour ce qui est après des brigands, ils vont balancer une salve de tir complète sur le mortier en espérant faire de la saturation et vont faire 2 PV sur la machine de guerre. Il va rester très blessé le mortier à 1 PV. Et enfin au corps à corps, bon je vous fais pas vraiment de dessin, les chevaliers contre les arbalétriers, ben il y a un paladin et plus que 2 petits chevaliers, les arbalétriers sont 10, il n'y aura que 3 arbalétriers morts. Le repli en bon ordre va être possible parce qu'il n'y a pas le double de PU du côté des chevaliers. La PU des chevaliers ne va pas être assez suffisante pour pouvoir déclencher une fuite totale. C'est donc un repli en bon ordre du côté des arbalétriers. Ils vont reculer pile poil en pensant « Ah ça y est on sort de l'axe » mais en fait non. Les chevaliers, qui les poursuivent bien sûr, sont toujours en visio du général impérial et du dernier capitaine demi-griffon. Ah, c'est chaud d'en arriver là, mais c'est comme ça. Ils n'ont pas poussé assez loin les arbalétriers, et ça va faire très très mal. Donc tour 5 impérial, l'invulnérable de 5+ sur les joueurs d'épée est encore réussi par Graou, c'est pas possible. La charge du général avec son demi-griffon va réussir sur le flanc des chevaliers, et donc le fer de lance sera perdu, ils seront émoussés. Pour ce qui est après du reste, les mouvements des joueurs d'épée se rapprochent de leur dernière cible. Ils sont quand même très peu nombreux les joueurs d'épée, hein, et vu le nombre de roturiers qu'il y a, il faut se méfier. Le mortier va vouloir viser les roturiers, qui est donc pile poil à côté des brigands, et comme vous le voyez à l'image, il va dévier le mortier avec un énorme gabarit, il va dévier pile poil entre les roturiers et les brigands, donc malheureusement il n'y aura pas de dégâts. Et enfin, bah là il n'y a pas vraiment de dessin, les chevaliers avec qui affrontent donc les arbas, mais les demi-griffons sur leur flanc, enfin le demi-griffon sur le flanc avec le général. Si on fait le sort du général qui loupe ce coup-là malheureusement parce que tu as seulement +1, donc le général n'a pas réussi à faire son sort. On fait donc les attaques du général maintenant, 3 attaques. Tu vises qui, la GB? Mais il est pas en contact.
Bah, il est au contact, c'est ici son général. Il y a contact coin-coin là sur ta GB. Ah non, Ah non, c'est là-bas, C'est elle est au là, milieu, la sur- GB, sur- pardon, excusez-moi. Ouais, Donc tu frappes les chevaliers. Let's go. Aïe. Ça par contre c'est bon. On y va pour pas de 1. pas de- Ouf. Alors ta PA prend cher quand même. L'armure ça fait moins Alors, 3. Moins 3 sur les deux 6. Yep. Donc c'est sur du 6. Il y en a Il y en une. a un déjà. Et sur. Donc, Ça c'est 2 loupés. Mais tu as la dame, un vulnérable 5 que tu as il y en a gagné. 5. Eh ben, Non, il il n'y a de plus de chevalier. Aïe aïe aïe. Il reste maintenant les attaques du demi-griffon en même temps que ton paladin, vu que vous êtes en charge tous les deux. C'est ça. Mais du coup, là, Non, on c'est se juste. redécale ou- Voilà, ça se redécale. Non, non, ça se redécale pas en fait. C'est juste que tu restes ici. Ok, parce qu'il me reste l'attaque En fait, du gars. oui, oui, dessus. mais lui, il va frapper une seule fois, par contre, parce qu'il n'est pas socle à socle. Alors, lui. Donc il allons-y. Une seule attaque qui loupe. Le demi Malheureusement. a une attaque aussi. Ouais, le demi-griffon a une seule attaque. Alors, je l'ai en même temps, de toute façon, Oui, c'est- c'est ça. Parce que l'autre, par contre, il est au contact. Ouf. Et ben seulement le 3 échoue, parce que c'est quand même paladin. Force 5. Endurance 4, c'est du 3+. Et avec toutes les attaques finales des demi-griffons sur les derniers PV du paladin, il va louper quasiment toutes ses armures et pas d'invulnérable. C'est terrible, le paladin mourra comme ceci, non sans enlever quelques arbalétriers avant, bien évidemment, vu qu'il a quand même une initiative qui est assez énervée. Les demi-griffons vont se reformer et c'est la fin donc de ce tour 5 où la ligne d'infanterie a réussi à percer. Mais vraiment la ligne d'infanterie, il reste 3 régiments de chaque côté, une machine de guerre de chaque côté, 2 régiments d'infanterie pour les exilés, un régiment d'infanterie et un régiment de cavalerie monstrueuse pour les impériaux. Tour 6 de la Bretonie, l'impétuosité des brigands sur le mortier, ils vont la louper, c'est-à-dire qu'ils vont être obligés de charger et ils vont arriver à charger. Du côté des mouvements, les roturiers vont se placer pour provoquer les demi-griffons pour faire une dernière démonstration de la cavalerie monstrueuse sur l'infanterie. Ils vont même se mettre plus large pour avoir plus d'attaques. Il n'y aura pas de tir possible à cause du décor qui bloque les lignes de vue de la bombarde. Le corps à corps, le mortier bien sûr va se faire péter la tronche par les brigands des principautés qui vont faire une charge irrésistible, enfin une percée, et ça sera donc le tour 6 des impériaux qui va se terminer comme ça. Phase de stratégie, l'invulnérable 5 des joueurs d'épée sera encore à nouveau réussi. La charge des demi-griffons sur les roturiers sera un succès. Avec toujours une petite question qu'on s'est posée, donc on la laisse pour bien montrer que entre joueurs expérimentés ou pas, on peut toujours discuter. On va entamer le corps à corps des roturiers final, d'ailleurs le corps à corps final, avec la charge des demi-griffons, avec le capitaine, le général qui a plus de 2 PV et ton sergent, et qui lui par contre est full. Et Quentin vient de remarquer quelques petites choses par rapport au défi. C'est une question qu'on se pose. C'est par exemple, mon sergent déclare un défi, tu le relèves avec ton sergent. Voilà. C'est-à-dire que eux deux sont engagés. Les 4 derniers, ils sont à portée du régiment, mais ils ne sont plus à portée de la seule cible éligible qui est le capitaine. Du coup, est-ce qu'ils peuvent frapper ou pas? Donc techniquement, selon ce on disait en off, moi je pense qu'ils sont toujours à portée de l'unité, parce que quand même le sergent ne disparaît pas, il est quand même physiquement présent. C'est juste qu'en effet, il y a peut-être un litige possible avec votre adversaire, donc discutez bien avec l'adversaire Comme c'est un avant. personnage. Vu que c'est un personnage en plus, on ne sait jamais. Mais il fait partie du régiment. Il fait partie du régiment, parce qu'un personnage dans un régiment fait le régiment. Donc pour moi, ils peuvent tous taper. Et de toute façon, ils ne vont pas faire de défi, ils veulent faire un truc vraiment vanilla pour voir quand même une charge de demi-griffon un peu blessé sur un gros bloc de roturier pour voir ce que ça va donner. Et on va y voir tout de suite. Et là, sort d'assaut, demi-griffon en charge, général impérial dedans, même s'ils sont plus que 2 contre une de à peu près 14 ou 15, il y a 11 roturiers qui seront tués. Rien ne sera fait par les dernières attaques sur les demi-griffons. Ça sera une fuite avec un commandement 11 direct qui sera rattrapé par les demi-griffons. Une violence énorme. Et voilà, cette bataille est terminée et une victoire des impériaux qui repoussent ces exilés bretoniens qui voulaient s'installer dans leur pâture. Mais quelle idée, monsieur, s'il vous plaît, vous amenez pas de vin et vous pensez pouvoir vous installer chez moi? Comment osez-vous? Bon, le gameplay, l'intérêt de cette bataille, alors attention, c'était pas très stratégique, on a vraiment voulu encore une fois vous montrer des choses. Il y avait des choix qui auraient pu être bien plus bourrins du côté des Bretoniens ou des impériaux, mais c'était pour vous montrer des choses. On a pu vous montrer les nouveaux blocs d'infanterie, on a pu vous montrer la cavalerie, est-ce qu'elle est toujours bien ou pas bien sur l'infanterie? La réponse est oui, elle est toujours bien sur l'infanterie. On a eu toujours des petits moments de rêve avec par exemple ce mage qui supporte des coups de bec d'hippogriffe avec simplement son invulnérable 5. Vous l'avez pas vu en dé, mais qu'est-ce que c'était drôle à voir en partie.
On a pu vous montrer quand même quelques petites nouveautés de la 1.5 entre la magie plus dure à lancer pour les tout petits niveaux, les objets de sort toujours intéressants à en avoir, et quelques petits gameplays en plus, les lances de joute, où est-ce que je les mets, où est-ce que je les mets pas, et surtout le choix des armes et de l'infanterie. Est-ce que je prends mes armes longues, est-ce que je prends mes armes à PA, est-ce que je prends mon armure pour tanker, pour charger? Il y a plein de nouvelles petites questions qui se posent. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos prévues pendant l'été, hein, c'est juste que là j'enregistre avec une semaine de décalage par rapport au début de la vidéo. Il y a plein de choses à raconter par rapport à ces petits gameplays. On vous a tourné une autre bataille qui n'est pas didactique encore, mais qui vous montre là aussi encore des démons contre des elfes noirs pour la prochaine bataille, pour vous montrer aussi la magie, un peu plus hein, quand même, et toujours l'infanterie, est-ce qu'elle est capable ou pas de tanker les choses, et surtout, qu'est-ce que ça peut donner avec cette nouvelle version, est-ce qu'on va revoir des blocs d'infanterie? Et oui, évidemment, évidemment. Et encore une fois, vraiment, ce que je voudrais préciser, c'est que la mise à jour que nous avons eue, déjà on en a eu très peu hein, depuis les 1 an et demi du jeu, on est loin quand même des facs et tout ça, des 3 mois de 40K, mais en même temps leur jeu est plus joué que le nôtre. Les mises à jour qui ont été faites, c'est pas pour nous emmerder. Elles ont été faites parce que ce sont des joueurs qui ont fait remonter des questions à Games Workshop, et Games Workshop a choisi de répondre à ces questions en réhabilitant leurs règles, comprenant que ouais, c'est vrai que ça c'était un peu pas assez vu, alors que bon, on joue à un jeu régimentaire sur le carré, on avait quasiment aucune armée qui jouait avec des gros blocs d'infanterie. C'est sûr que là, ça va changer. Et justement, c'est ça qui est très intéressant de voir ça. On va revoir ces blocs d'infanterie dans Warhammer Old World, parce que vous avez vu que c'est bien, hein, ça tank, etc., mais c'est pas invulnérable. On a vu les halbardiers par 30 mourir contre les bretoniens et les petits roturiers, qui se sont fait d'abord refouler et ensuite qui ont gagné. On a vu les joueurs d'épée qui ont tanké comme des barbares, malgré le fait qu'en face les armures soient réussies, et ils n'ont pas vraiment gagné, ils ont tanké. C'est le but de l'infanterie, c'est vraiment de tanker, et on a vraiment ce gameplay maintenant jouable à Old World, et ça fait très plaisir, malgré les monstres, malgré la cavalerie, malgré la magie. Donc voilà, on espère vraiment que cette bataille vous a plu, on a mis encore quelques jets de dés, surtout parce qu'on avait des questions à poser au bon moment, et on a préféré les laisser dans la vidéo. Vous en aurez toujours, mais beaucoup moins quand même, des jets de dés présents dans les vidéos, parce que moi derrière ça me fait beaucoup plus de travail, et puis je suis moins fan quand même des jets de dés. Je sais que vous aimez bien, mais bon, ça fait beaucoup de travail, on en mettra quand même au moment d'éclat si on arrive à en faire dans les parties, et on s'arrangera toujours pour en faire. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous un bon été, parce que vous avez pour certains la chance d'être en vacances, pas moi, pas du tout. Donc on va essayer de bosser le plus possible pour vous proposer les vidéos de série de l'été avec réapprendre les règles, tous les petits tips de mise à jour qu'il y a eu dans notre jeu. Portez-vous bien, soyez sages, likez, commentez, partagez cette vidéo, c'est très important. Rejoignez le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et on se dit pour nous à la prochaine, durant l'été, pour d'autres rapports de bataille et des vidéos didactiques explicatives. Ciao!